Il y a un an, nous nous réunissions et nous nous réunissions en présentiel. Il y a un an, nous étions encore insouciants. Il y a un an, nous ne savions pas tout à fait le monde que nous allions découvrir. Et voilà, nous sommes un an plus tard et nous sommes en Zoom. Vous avez fait déjà des dizaines, des centaines de Zooms. Et heureusement que Zoom existe parce que sans cela, nous ne pourrions pas communiquer entre nous. Mais nous regrettons tous le présentiel et j'espère que dans un an, nous serons de nouveau ensemble et que nous pourrons nous retrouver à la Fédération russe des échecs comme nous l'avions fait l'an dernier. Alors, l'année écoulée a été évidemment extrêmement chaotique. Elle a été très difficile pour les pays, pour tous les pays, pour les entreprises et pour les personnes. Le PIB a chuté en Russie. Alors, je crois qu'on parle de 3,2% maintenant. En France, de 8,3%. Donc, les chutes ont été extrêmement importantes. Aujourd'hui, vous apercevez que le monde entier fonde des espoirs sur l'année 2021 et sur la vaccination. Alors, on espère que effectivement le Covid sera vaincu et que la reprise économique sera en rendez-vous. Les reprises pour la croissance, excusez-moi, pour la Russie est plutôt prometteuse puisqu'on parle d'une croissance de 3,5% et on espère qu'elle sera en rendez-vous. Alors justement, nous sommes réunis aujourd'hui pour entendre des avis d'experts sur l'avenir de la Russie qui a récemment levé de nombreuses restrictions liées à la pandémie du Covid et lancé sa campagne de vaccination massive en prenant de l'avance sur beaucoup de nombreux pays. C'est depuis l'année 2014, l'année la plus difficile que nous ayons vécue en Russie. Mais une fois encore, aucune entreprise française n'a quitté le marché russe en raison de son aspect stratégique et de l'investissement à long terme réalisé. Alors quand je dis cela, je dois mettre un petit bémol, c'est que certaines, à cause du Covid, ont fait faillite et ont dû partir. Mais elles ne sont pas parties pour des raisons politiques. Les Français restent en Russie et c'est le seul pays occidental majeur dont aucune entreprise n'a quitté la Russie, autre que pour des raisons de faillite économique liées au Covid. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que la Chambre reçoit de plus en plus de demandes de la part d'entreprises françaises qui souhaitent entrer sur le marché russe. Et à cet égard, nous fondons de grands espoirs sur les travaux de la cellule d'orientation, financement et réglementation Russie pour les entreprises françaises intéressées par le marché russe, dont la création a été annoncée en décembre 2020 par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire. La Russie est un pays prometteur pour le développement des affaires et je souhaite à tous les participants de succès dans le développement de leurs nouveaux projets. Avant de donner la parole à Arnaud, je voudrais juste faire un petit point sur Philippe Delpal. Vous savez que notre ami Philippe Delpal est toujours en arrestation à domicile, que son procès est en cours. Alors, sachez qu'il a toujours le soutien de la communauté d'affaires française, que nous continuerons à le soutenir. Avec le président David Lasfargue, les conseillers du commerce extérieur, nous faisons régulièrement soit des communiqués de presse, soit des interventions auprès des autorités politiques de ce pays. Mais nous pensons bien évidemment aujourd'hui à Philippe, qui une fois encore reçoit tout notre soutien. Donc, merci beaucoup d'être présent. Vous voyez, je suis sur la place rouge en direct et avec un soleil magnifique. Vous voyez pas la neige, je l'ai fait enlever. Mais Arnaud, c'est à toi. Merci encore Arnaud d'avoir organisé cette conférence. Merci, Président. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous annuel sur l'état de l'économie russe. Je me réjouis de vous savoir aussi nombreux. Emmanuel l'a dit, 350 personnes se sont inscrites à notre conférence, signe d'un très vif intérêt de la part des entreprises membres de la CCIFR. Alors, notre événement d'aujourd'hui, me semble-t-il, tombe à point nommé. D'une part, parce que les statistiques de Rostat pour 2020 viennent d'être publiées et sont d'ailleurs plutôt encourageantes. Nous pouvons donc dresser un premier bilan
de l'année écoulée. D'autre part, parce que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on entend certains bruits, certaines rumeurs sur un possible changement de cap macroéconomique, sur une sorte de tournant néo-keynésien avec peut-être une redistribution plus active au profit de la population. Alors, les questions que nous allons aborder sont nombreuses et elles intéressent directement la communauté d'affaires franco-russe. Comment expliquer la trajectoire de l'économie de la Russie en 2020, sa bonne résistance au choc? À quoi faut-il s'attendre en 2021 s'agissant de la croissance, s'agissant de l'inflation, du rouble, mais aussi du cadre réglementaire, législatif? Quels sont les secteurs les plus porteurs, les plus prometteurs? Quelles sont les priorités du gouvernement russe? Bien sûr, on va regarder aussi ce qu'il se passe dans les relations économiques et commerciales bilatérales franco-russes et plus généralement, comment le climat d'affaires en Russie est susceptible d'évoluer. Je vais maintenant vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, Evgeny Kochelev, qui est économiste en chef à Rosbank, un habitué de nos conférences économiques. Je le remercie très sincèrement. Vassili Sabaranova, qui est experte au centre de prévision de Gazprom Bank. Patrick Herbst, que tout le monde connaît naturellement, qui dirige le service économique régional de l'ambassade. Sergei Tsourlo, qui lui dirige le laboratoire d'études conjoncturelles de l'Institut Gaïdar et qui contribue régulièrement au rapport annuel de l'Observatoire. Et enfin, David Lasfargue, avec une triple casquette d'associé chez Jantet, président du comité Russie des conseillers du commerce extérieur et secrétaire de la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie. Un petit mot sur l'organisation de notre séance d'aujourd'hui. Donc, les intervenants auront une quinzaine de minutes pour s'exprimer. Entre les 4 exposés et la conclusion de David Lasfargue, nous aurons une séance de questions-réponses. Simplement, compte tenu des circonstances, du fait que nous ne sommes pas en présentiel, je demanderai aux personnes souhaitant poser des questions de les formuler via le chat et c'est moi qui les adresserai aux personnes, aux intervenants concernés. Voilà, je passe la parole sans plus attendre à Evgeny Kochelev de Rosbank. Evgeny, вам слово, minute na 15. Vous avez la parole, vous avez un quart d'heure. Merci Arnaud, merci chers collègues, merci pour cette invitation. Merci à tous les participants qui sont connectés. C'est un bon début de l'année, un bon démarrage pour nous tous. Nous pouvons rafraîchir l'image de l'année écoulée et parler des perspectives pour l'année 2021. J'ai une petite présentation et je vais vous exposer quelques slides pour voir de quelle manière nous voyons les tendances qui a rapport à l'économie russe, mais aussi à l'économie mondiale. C'est la politique monétaire. En 2020, nous avons connu une crise profonde qui a pour conséquence la prise des décisions insolites, des activités économiques particulières. Un aspect très important, la crise de l'année 2020 pour l'économie internationale, c'était un grand choc, mais cela n'était pas très important pour la Russie par rapport à la crise 2014. Nous avons connu des développements assez particuliers. Je crois que vous voyez maintenant ma présentation. Tout est affiché. Alors, je peux continuer. Quelle est la particularité de la crise de 2020 et quelle est la différence de cette crise? C'est l'impulsion qui a été redonnée par des gouvernements de tout le pays par rapport à la politique budgétaire. C'était un grand argument pour trouver des solutions puisque auparavant, les
gouvernement prenait du temps pour choisir des démarches politiques, mais en 2020, il n'avait pas de temps et nous avons vu des injections massives pour les entreprises, mais aussi pour des consommateurs. Nous avons vu euh, euh, un soutien social de grande échelle, mais là aussi, la Russie est un peu à l'écart. Euh, on nous a proposé environ 4,2% de soutien et cela va continuer cette année-ci, mais ce qui est très important, c'est que la politique budgétaire n'est pas associée uniquement à la prise de décision autonome. Il y a eu un grand soutien dans le secteur monétaire et l'utilisation de deux outils très puissants qui étaient corrigés auparavant. Et en 2020, ces outils se sont imbriqués à un seul ensemble, puisque la politique budgétaire et la politique monétaire maintenant, c'est quelque chose d'unique et ce qui permet justement à la communauté internationale de faire face à la crise. La pandémie, c'est un grand problème, bien sûr, qui était un peu une surprise, mais là, nous sommes témoins d'une crise insolite puisqu'il y a un problème d'endettement et tout cela pèse sur l'économie et provoque une crise profonde. Nous avons vu un choc, une sorte de cataclysme et la politique qui fait face à cette crise doit être aussi puissante. Si nous allons voir l'année qui commence, je pense que pour les gouvernements et pour les banques centrales, euh, il y aura la difficulté de renoncer à tout ce soutien. Nous avons vu ces mesures de soutien aux États-Unis et les dépenses publiques. Et il est très difficile de renoncer à ces mesures de soutien. Et si je parle de la Russie est un peu à l'écart puisque pour la Russie, un grand argument de soutien économique, c'est une politique budgétaire conservative. Et cette année, on va voir le retour vers les dépenses complémentaires qui sont conformes à la norme. Mais si on prend l'ensemble de la nature globale, de la tendance du rétablissement de la croissance, on peut parler de la politique monétaire qui n'est pas traditionnelle. Ce sont des outils complémentaires qui complètent l'action des banques centrales et du gouvernement, par exemple l'endettement public. Et il y a une sorte de résistance politique que nous allons voir d'ici 3, 4 ou 5 années. On ne pourrait pas renoncer à ces mesures de soutien. Nous allons voir le soutien aux entreprises, à la population pour stabiliser l'économie, la liquidité des dettes. Et il y aura aussi des motifs politiques. Ces principes vont être pertinents et nous allons voir des repères nouvelles dans la politique économique qui devient la norme. C'est un problème clé qui va entraîner un nouveau cycle de dépenses dans l'économie et un nouveau cycle de l'inflation, puisque avant l'année 2020, toute la communauté internationale cherchait des solutions pour parer
l'inflation, puisque l'inflation connaissait le ralentissement, surtout aux États-Unis. En Russie, il y a eu aussi le ralentissement de l'inflation, mais depuis l'année 2020, nous entrons dans une nouvelle étape du cycle des matières premières. Et pourquoi nous avons vu la hausse des prix sur les matières premières, les métaux, les hydrocarbures, malgré les actions d'OPEC+, nous voyons la hausse des prix pétrolières et la vaccination qui commence va booster ce prix. Nous allons voir la hausse des dépenses, la hausse de l'inflation et la nécessité de réfléchir de façon nouvelle sur ces tendances économiques dans le contexte de la hausse des indicateurs économiques. Les taux vont suivre assez lentement, mais cela n'empêche pas aux entreprises de restructurer leur endettement. Il y aura donc la hausse de ce cycle nouveau de l'inflation qui va entraîner des problèmes dans l'économie russe, puisque tout ce que nous connaissons actuellement, c'est justement la hausse de l'inflation. Avant décembre 2020, la Banque centrale russe était assez optimiste quant à l'inflation. Il disait que l'inflation en Russie, c'est le résultat de la faible demande. Et tout ce que nous entendons depuis la Banque centrale, c'est la baisse des taux directeurs. Il y a une sorte de discussion là-dessus entre les experts. Par exemple, la FMI qui a publié des commentaires, c'était hier, et ils ont maintenu les prévisions optimistes quant à la Russie. Ils parlent de la hausse de l'inflation aux environs de 3%, mais la Banque centrale a déjà baissé les taux directeurs durant les dernières années. Et l'inflation s'accélère donc en raison du taux d'échange. Ça, c'est traditionnel pour l'économie russe. En 2015, le choc était assez puissant. En 2020, il y a eu également la baisse du taux de change de rouble et il y a eu une inflation, mais nous voyons maintenant des indicateurs, des nouvelles tendances. Différents secteurs affichent des décalages dans la valeur ajoutée. La hausse des dépenses est compensée par la marge des recettes. Et dans ce contexte, cette année, l'année 2021, va nous offrir un rétablissement de la croissance et les entreprises vont rétablir leurs marges. Et dans ce contexte, la hausse des dépenses va être supportée par des consommateurs finaux. Nous le voyons par exemple dans le secteur de consommation. Et on peut parler maintenant du secteur de l'industrie. L'industrie de traitement, par exemple, connaît déjà un décalage par rapport aux prévisions et des prix. Et pour le moment, il y a des attentes d'inflation. Cela signifie qu'en 2021, nous allons voir le retour de l'inflation vers 3,4, 3,8 vers la fin de l'année et la Banque centrale va être obligée de poursuivre sa politique conservatrice. Et donc, la conséquence de ce processus sera le marché des taux et la baisse du taux directeur en Russie
et qui peut-être va entraîner la baisse de la rentabilité des obligations dans le secteur des crédits, les crédits commerciaux, qui reste basé sur le taux directeur. Et pour le moment, nous ne voyons pas l'impact positif de la politique de la Banque centrale, puisqu'on s'attend à la hausse de l'inflation. Et pour la Banque centrale, actuellement, il serait important de construire sa politique et donner des signaux aux entreprises. Par exemple, l'année dernière, le marché a posé la question, quand est-ce qu'on va normaliser la politique de crédit? À quel moment les taux vont afficher le retour vers 4%, 5%, et ils ont reçu la réponse, et ça sera en 2024-25. C'était un signal qui est donné aux entreprises, mais je ne crois pas que les banques centrales partout dans le monde vont être prêtes à faire face à tous ces défis et revoir leur taux directeur. Mais ce signal est équilibré par la baisse du taux directeur. Aujourd'hui même, la rentabilité est influencée par ces prévisions d'inflation que nous avons entendues l'année dernière. Vous avez 2 minutes. Et cela signifie que la Banque centrale, cette année, va donner des nouveaux signaux concernant le taux directeur, mais je crois que cela doit être plus transparent pour stabiliser la rentabilité et revenir vers la norme pour permettre à cette politique monétaire de stabiliser l'économie. Le taux de change, donc, si on voit les indicateurs, il y a une sorte de stabilité et il y a une bonne réaction du taux de change sur la hausse des prix sur les matières premières. Mais ce qui a déjà mentionné aujourd'hui, c'est une sorte d'incertitude politique. Les aspects que nous entendons de la part de notre ministère des Affaires étrangères à la suite de la visite de Joseph Borrell, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il y a donc une sorte de tension géopolitique et pour la Banque centrale en Russie, l'émergence de ces risques signifie qu'il est difficile de procéder à la baisse du taux directeur et il ne faut pas le faire au sommet du cycle des matières premières. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je serai prêt à y répondre après toutes les interventions. Je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole à Arnaud. On va continuer ce panorama de la situation macroéconomique en Russie et avec notre deuxième intervenante, Vassilissa Baranova. Вам слово, Василиса, на минут на 15. Vous avez la parole, Vassilissa. Bonjour, chers collègues. Je voudrais remercier les organisateurs pour cette possibilité de participer à cette conférence. Je vais parler des grandes tendances macroéconomiques de l'année 2021 et mettre l'accent sur la baisse des taux. Le taux directeur est au niveau 4,25. C'est un taux directeur très bas qui va avoir des conséquences assez intéressantes. Et je vais commencer par répondre à 2 questions
en vogue. Quand est-ce que nous allons connaître le rétablissement de la croissance et quel sera le taux de change du rouble? Nous attendons à la croissance de 2 ou 3%, et le grand facteur de la croissance sera la consommation des ménages. L'année dernière, c'était la baisse en bleu, mais de l'autre côté, nous ne entendons pas à la hausse des investissements. Et puisqu'il y a une situation d'incertitude et les taux directeurs sont très bas, mais comme l'expérience mondiale nous montre, la baisse du taux directeur dans la période de la crise financière n'entraîne pas à l'accélération des investissements. Et les experts disent que cette aggravation de l'incertitude freine les investissements. Et justement, les entreprises russes répondent que dans le contexte actuel économique, il y a une grande difficulté, c'est la baisse du taux directeur. Pourquoi les entreprises n'investissent pas? Mais je vais revenir à ce problème un peu plus tard. Pourquoi nous n'entendons pas la hausse de la croissance? C'est l'augmentation des dépenses publiques, puisque nous avons connu cette période de crise à droite. Mais cette année-ci, cela va ralentir la croissance économique. Pourquoi donc la croissance sera assez lente? Parce que ces deux facteurs seront toujours très influents cette année. Selon nos estimations, le taux de change du rouble n'est pas juste, si je dis, puisque le taux de change est très volatile au mois de janvier, suite à des facteurs politiques et non pas économiques. Si on calcule le taux de change rouble juste, vu les prix pétroliers, les interventions du ministère des Finances, ça doit être au niveau de 68, 71 roubles pour $1. Mais depuis le troisième trimestre de 2020, le taux de change est beaucoup plus haut et au-dessus de ce taux de change juste si on prend uniquement les facteurs économiques. Cela dit, le rouble a tout son potentiel pour revenir vers ce taux de change juste. On s'attend également à ce que la situation se normalise. Les primes de risque vont se réduire et donc ce rapport entre le prix pétrolier et le taux de change rouble ne serait pas très grand. Et vous avez ici le prix de pétrole et le taux de change. Et vous voyez que ce rapport entre le prix pétrolier et le taux de change de rouble n'est pas très grand, mais depuis le début de la crise, depuis mars 2020, c'est une autre tendance. Il y a quand même le rapport, puisqu'il y a la hausse de la prime de risque et il y a la hausse des prix pétroliers et la Banque centrale reprend les achats des devises. Mais de toute façon, le taux de change de rouble va être au niveau de 72 et 73. Quels sont les risques économiques qui vont affaiblir le rouble? C'est le grand volume des liquidités de rouble que la population possède. Les personnes physiques ont épargné pour 1,5 à 1,7 000 milliards de roubles. C'est 1 ou 2% du PIB russe. Pourquoi cette tendance
Il y a eu un confinement, bien sûr, en Russie. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de dépenser pour la population et bien sûr les taux d'intérêt qui sont bas. Selon les données de la Banque centrale, la population commence à acheter plus activement les devises. Et si cette tendance persiste cette année, ce sera un facteur assez fort qui va avoir un impact sur le taux de change du rouble avec l'ouverture des frontières, bien sûr, si ça se produit. De toute façon, c'était assez insolite en 2020 puisque les épargnes en rouble étaient très hautes, mais la population n'achetait pas de façon active des devises, des dollars, les euros, et vous voyez que en 2020, c'était plus bas que durant les crises précédentes, comme par exemple 2000, la crise de 2014-2015. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des frontières qui ont été fermées et donc les Russes n'avaient pas besoin d'acheter de dollars ou bien des euros pour partir à l'étranger, euh, puisque l'année précédente, ils dépensaient 36 milliards de dollars pour les voyages touristiques. Ce n'était pas le cas durant le confinement. Pourquoi il y a la baisse de la demande des devises? Si on prend des achats mois par mois, nous voyons que de mars en avril, quand il y a eu la volatilité des marchés, la population vendait plutôt des devises et non pas achetait pour avoir aussi un peu d'argent en rouble, puisque les revenus étaient en baisse dans cette période. C'était une situation assez particulière. Vu la situation avec les devises, il n'y avait pas de file d'attente pour acheter des dollars. Quelles sont les conséquences des taux directeurs bas? Effectivement, la Banque centrale en Russie a baissé le taux directeur. À l'instar d'autres banques centrales, la baisse a constitué environ 2 points. Voilà la dynamique du taux directeur en Russie. La Banque centrale a décidé de euh, d'avoir une marge plus étroite, c'est-à-dire le niveau du taux directeur qui doit être à ce niveau-là à long terme. Et parallèlement au rétablissement de l'économie russe, la banque russe va reconstituer le niveau de ce taux directeur. Mais de toute façon, ce taux directeur va être plus bas qu'avant la crise et cela va avoir des conséquences assez particulières. L'inflation est au niveau de 3,2-3,5%, mais nous nous attendons que cette inflation va avoir une certaine baisse et peut-être cela va stimuler la baisse nouvelle du taux directeur, mais nous estimons que la Banque centrale va maintenir le taux directeur au niveau de l'année précédente et depuis l'année suivante, nous allons voir la baisse. Le taux directeur bas, c'est un facteur qui accélère les investissements, mais nous, on ne s'attend pas à cette hausse des investissements. Pourquoi je le dis? En Russie, environ 54% d'investissements est financé grâce aux fonds propres des entreprises. Si on parle des crédits d'investissement, ils occupent environ 10%.
Dans des pays développés, cela constitue 25-30%. Alors, ce sont les crédits d'investissement qui bénéficient de la baisse du taux directeur. Et il s'agit là des secteurs d'industrie qui sont assez stables et affichent une dynamique économique. Et avec nos experts du Centre de prévision de la Gazprombank, on a vu quels sont les secteurs en Russie qui vont bénéficier de cette baisse du taux directeur. Et donc, l'agroalimentaire, la chimie et le retail vont bénéficier de cette baisse du taux directeur. Ils ont affiché certaines dynamiques de croissance l'année dernière. Deux minutes. Oui, il y a eu un impact positif, mais de toute façon, ils ont fait face au coût des primes de risque et donc cet impact positif est assez faible. Mais de toute façon, dans ces secteurs, il y a certaines restrictions qui font barrière à ces crédits d'investissement. Ici, par exemple, vous voyez que ces secteurs, je parle de l'agroalimentaire et de la chimie, il y a une grande part des investissements qui sont financés grâce au crédit. Et dans l'agroalimentaire, par exemple, il y a eu une grande activité au niveau des investissements puisqu'il y a eu la politique des substitutions aux importations et dans le secteur de pétrochimie également. Mais de toute façon, l'impact n'est pas très grand. Dans les secteurs pétrochimiques, là, nous voyons l'impact des nouvelles mesures de subvention qui sont en place. Quel est l'impact du taux directeur bas sur l'épargne des personnes physiques? L'année dernière, la population a investi dans les titres et le volume de ces titres constitue environ 5 000 milliards. C'est 5% du PIB russe. Et si cette tendance persiste cette année, et cela va persister selon nos prévisions, ce volume va constituer 6 ou 7%. Mais si on compare avec d'autres pays comme la France, par exemple, la part d'investissement de la population constitue environ 60 ou 70% du PIB français, tandis qu'aux États-Unis, c'est presque 100%. Il y a donc une grande marge de manœuvre en Russie. Mais cela crée quand même des nouvelles possibilités pour avoir des revenus. Il y a la baisse des taux directeurs. La marge est en baisse également et la population en profite. L'année dernière, cela constitue 11%. Cette tendance donc va être maintenue l'année suivante. Voilà, j'ai terminé, mesdames et messieurs, et je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci. Maintenant, je passe la parole à Patrick Herbst qui va nous ramener dans un cadre bilatéral franco-russe, nous parler des tendances de l'année écoulée. Merci Arnaud. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci à l'Observatoire, à Arnaud, à la Chambre de commerce France-Russie de m'avoir invité dans cette rencontre annuelle qui a toujours beaucoup de succès, si j'en crois le nombre de personnes connectées.
On m'a demandé donc de vous faire un petit point sur les relations bilatérales entre la France et la Russie. Comme vous le savez, l'économie demeure un des piliers de cette relation entre la France et la Russie. C'est une relation qui est à la fois historique, également stratégique, et qui a permis à la France d'occuper une position intéressante sur le marché russe, à la fois comme 8e fournisseur mondial de produits à la Russie. La France est également le 2e investisseur étranger en Russie, à la fois en flux et en stock, et c'est une position relativement stable ces dernières années, où elle a été tantôt le 1er, tantôt le 2e investisseur étranger dans ce pays, et c'est également le 1er employeur étranger hors zone investisseur, bien entendu, excusez-moi, 2e investisseur hors zone à fiscalité attractive, on enlève bien entendu tous les paradis fiscaux, et c'est donc aussi le 1er employeur étranger sur le territoire russe. Cette relation repose sur une structure solide de partenariat stratégique dans des secteurs bien connus, traditionnels, comme l'énergie, l'aéronautique, le nucléaire, le spatial, mais aussi l'automobile et une forte présence dans la grande distribution. Mais la véritable force de cette relation, c'est qu'elle a su non seulement renforcer ses partenariats traditionnels, mais également se diversifier en se renouvelant vers de nouveaux secteurs porteurs, tels que la transition énergétique, l'industrie du futur, qu'on appelle aussi industrie 4.0, les villes intelligentes et durables, l'économie numérique, l'innovation et la santé, qui est un secteur bien entendu porteur, et d'autant plus en ces années difficiles de crise sanitaire. Alors, la crise sanitaire mondiale a eu un effet, bien sûr, sur les échanges commerciaux dans le monde entier, mais particulièrement sur le plan des échanges bilatéraux en 2020 entre la France et la Russie. Puisque le total de ces échanges, les chiffres ont été publiés de sources françaises il y a à peine quelques jours, mais le bilan de l'année 2020 est faible en matière d'échanges commerciaux, puisque le total n'a atteint que 10,8 milliards d'euros, alors que nous sommes sur une tendance d'environ 15 milliards d'échanges par an, donc en chute de 24-25% par rapport à 2019. Alors, cette chute, si on l'analyse un peu plus profondément, c'est une chute qui est largement dominée par la baisse des exportations russes vers la France. Ces exportations russes reposent principalement sur les hydrocarbures, donc il y a eu un effet ralentissement de l'économie française, donc baisse des importations d'hydrocarbures, donc un effet volume, mais également un effet prix, puisque les prix du pétrole ont largement chuté au début de l'année 2020 avant de se reprendre. Donc ces exportations russes vers la France ont chuté d'environ 35% l'année dernière, ce qui est une chute historique sur ces échanges. Les exportations françaises vers la Russie ont chuté un peu moins, donc de 8%. L'année dernière, il y a des secteurs qui se sont bien maintenus, comme le secteur agroalimentaire, qui s'est maintenu à quasiment égal entre 2020 et 2019. Également, les équipements mécaniques ou électroniques ont eu une toute petite baisse et se sont plutôt bien maintenus au regard des contrats déjà passés, je pense, et engrangés en 2018 et 2019. Les livraisons, une chute du secteur des matériels de transport. 2020 était une année où on attendait donc une forte hausse sur ce secteur-là, avec la livraison d'avions commandés par Aeroflot. Ces livraisons ont été pour la plupart reportées et étalées sur les prochaines années. Et un point important également, une chute sur les produits métalliques, la métallurgie, mais la chute la plus importante et la plus symptomatique que l'on a pu observer pendant cette année 2020 de nos exportations françaises vers la Russie, ce sont les produits pharmaceutiques qui ont chuté près de 40% sur l'année 2020. Donc ça, c'est un point important. C'est une des grandes forces des exportations françaises vers la Russie, puisque les produits pharmaceutiques étaient généralement dans les 3 premiers
postes d'exportation française vers la Russie. Donc cette chute est importante, nous sommes en train de l'analyser. Elle est certainement due à un recentrage des grandes pharma en cette crise sanitaire sur leur pays de production. Elle est due, je pense, également à la mise en œuvre d'une réglementation compliquée sur le marquage et la traçabilité des produits, sur lesquels donc il y a eu quelques problèmes d'approvisionnement de ces produits en Russie. Le gouvernement russe a réagi en reportant les dates d'application après une petite confusion durant l'année 2020, mais je pense que ça a marqué également ceci. Alors la bonne nouvelle pour le commerce extérieur français, bien sûr, cette chute du commerce bilatéral n'est pas une bonne nouvelle en soi. La bonne nouvelle, c'est qu'on est structurellement déficitaire avec la Russie en commerce bilatéral. En 2019, le déficit avait atteint plus de 3 milliards d'euros. Ce déficit a été très largement réduit en 2020 du fait de cette baisse des échanges et ne s'élève donc à 500 millions d'euros sur l'année. Sur le plan des investissements, la France est restée active sur le marché russe dans un contexte difficile. Vous l'avez vu, les chiffres ont été publiés par les Russes, par la Banque centrale, donc avec près de 95% de chute des investissements étrangers en 2020 sur la Russie. Dans ce contexte-là, la France s'est maintenue. On n'a pas encore les chiffres sur la totalité de l'année par pays, mais au moins sur le premier semestre 2020, la France, avec plus d'1 milliard d'euros d'investissement en flux, restait donc le deuxième pays investisseur en Russie hors zone à fiscalité attractive et maintient sa position en stock également comme deuxième investisseur. La présence française en Russie, la présence des entreprises françaises en Russie est l'une des grandes forces de cette relation bilatérale. Les investissements russes en France sont relativement faibles. Il n'y a pas eu de grand investissement russe en France depuis le rachat de Jeffco par RGD en 2012. Mais on commence à voir un petit mouvement de ces investissements russes, notamment dans les nouvelles technologies, dans les startups. Plusieurs événements comme le Trianon Startup ont aidé aux entreprises de mieux se connaître entre grands groupes, entre startups, et nous commençons à voir quelques investissements intéressants, donc une petite tendance. Dans l'autre sens, le flux reste donc intéressant. Nos entreprises sont toujours très très présentes, donc cette présence française se maintient. Le président Kidel l'a dit, aucune entreprise française n'a quitté le marché russe pour des raisons politiques, et c'est tout à fait vrai. Alors, une petite inquiétude, une petite vigilance tout de même. Beaucoup d'entreprises françaises s'intéressent à la Russie. Elles sont en contact avec nous, elles demandent des informations, elles vérifient le pour et le contre de ces investissements. Le climat des affaires légèrement dégradé et l'affaire Delpal ont joué sur certaines décisions ou reports de décisions d'investissement. C'est un point important. J'espère que, comme l'a dit Emmanuel, j'espère en effet que cette affaire et que notre ami Philippe Delpal pourra prouver rapidement son innocence dans cette affaire et sortir blanchi de tout ceci, mais cette tendance de juger au pénal des litiges commerciaux est quelque chose qui fait peur aux investisseurs. Et ça, il faut bien que les autorités russes en prennent conscience, et il serait vraiment très dommageable que ce type d'affaires puisse se reproduire. Le deuxième point de vigilance pour nous, c'est le renforcement année après année de la politique de substitution aux importations et de localisation quasi forcée des investisseurs, des entreprises étrangères dans le pays. Alors, c'est une politique que le gouvernement russe a le droit de mettre en place, c'est son choix, mais il faut bien sûr souligner que cela amène un paradoxe important entre le besoin que la Russie a des investisseurs étrangers et des technologies étrangères, le besoin que la Russie a de pouvoir renouveler son parc productif, de pouvoir augmenter sa productivité, et en même temps ces politiques qui font peur
à certains investisseurs, notamment des investisseurs dans l'économie numérique. Aucune entreprise n'acceptera de s'implanter dans un pays qui lui demande ses codes sources ou qui lui demande des informations qui sont totalement confidentielles et qui peuvent remettre en cause sa compétitivité, non seulement sa compétitivité, mais aussi sa pérennité sur le marché, mais aussi au plan mondial. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Et donc, je reviendrai sur ce qu'a dit en introduction le président Kidé. Aucune entreprise française n'a quitté la Russie pour des raisons politiques, et c'est tout à fait vrai. Malheureusement, la crise sanitaire a dû certainement entraîner quelques faillites et quelques départs d'entreprises, en tout cas certainement une réduction du volume des emplois de nos entreprises sur ce marché, comme toute entreprise d'ailleurs, pas simplement les entreprises françaises. Mais cette politique de substitution aux importations et de localisation a aussi entraîné un certain nombre de nouvelles lois, de nouvelles réglementations qui ont forcé malheureusement des entreprises étrangères et notamment des entreprises françaises à quitter le pays, notamment dans un secteur comme l'alimentaire ou les vins et spiritueux. Donc ça, c'est un point important, c'est un point de vigilance pour nous qui pourrait remettre en cause, qui pourrait entraîner quelques dommages sur la présence française et la volonté des entreprises françaises d'aborder ce pays. Pour l'instant, cette volonté reste intacte. Il n'y a qu'à voir les différentes visioconférences, les différents séminaires qui ont eu lieu en 2020, voire même début 2021, entre la France et la Russie, qui attirent toujours beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, petites et moyennes entreprises, beaucoup d'entreprises à taille intermédiaire qui sont intéressées par ce marché russe. Alors, vous le savez, avec les sanctions, il circule parfois beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations qu'il faut prendre avec soin, qu'il faut analyser. Et beaucoup d'entreprises françaises, notamment parmi les petites et moyennes entreprises, reculaient face à l'approche du marché russe, parce qu'elles avaient ces informations comme quoi, soi-disant, la Russie était sous embargo, ou il était très dangereux de commercer avec la Russie, etc. C'est pour cette raison que le ministre Bruno Le Maire a décidé le 15 décembre dernier, comme l'a souligné également Emmanuel, de mettre en place une cellule spéciale Russie pour orienter les entreprises sur toutes les questions de réglementation et de financement, pour pouvoir les mettre en contact avec les bonnes personnes qui vont leur donner les bonnes informations pour pouvoir approcher ce marché. Alors, c'est pas un nouveau système qui va accompagner les entreprises françaises en Russie. Le système qui est en place perdure. C'est un système avec un service qui s'appelle le service pôle le pôle appui aux entreprises au sein de mon service économique régional, qui appuie donc les entreprises avec trois partenaires ici que sont la Chambre de commerce France-Russie, CFE CIFAL et Dual-Est. Il y a également des opérateurs privés qui sont très très importants. La Chambre de commerce également, en dehors de ce système, appuie également de nouvelles entreprises pour approcher ce marché. Et donc, ce système perdure. Cette cellule est un point complémentaire qui vient en fait vraiment en France informer les entreprises françaises en France sur le marché russe, essayer de rectifier les informations pour pouvoir mieux les accompagner et ne pas perdre en route un certain nombre d'entreprises intéressées qui s'arrêteraient sur la base de mauvaises ou de fausses informations. Cher Patrick, est-ce que je peux te demander de conclure ? Voilà. En conclusion, donc, les relations se maintiennent, les relations sont toujours bonnes. Le CEFIC, cette commission mixte économique entre la France et la Russie, s'est tenu. Tous les groupes de travail se sont réunis l'année dernière. Les deux ministres se sont parlé le 15 décembre dernier pour faire un point là-dessus. Et les groupes de travail vont être renouvelés en 2021. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je serai à disposition pour répondre à des questions. Bien sûr, je pense que David en parlera en conclusion. Je ne vous ai pas parlé des sanctions qui pèsent sur la Russie ou des possibilités de nouvelles sanctions qui pourraient arriver, mais je laisse à David le soin de le faire en conclusion. Merci à tous.
Merci encore, Patrick, pour ce tour d'horizon complet et contrasté. Nous allons revenir maintenant à l'économie russe en tant que telle et parler de l'industrie avec Sergei Tsoukhlo, auquel je passe la parole pour 15 minutes également. Je vais parler uniquement de l'industrie russe. D'abord, sur les sources d'informations que nous utilisons. On va parler des crises que l'industrie russe a connues et quelle était la réaction de l'industrie russe à ces crises. La source de notre information, c'est l'enquête conjoncturelle des entreprises. Nous n'utilisons pas les statistiques de Rostat qui ne sont pas assez sûres. La particularité de ces enquêtes, c'est que nous avons la possibilité de recueillir les prévisions des entreprises. Ces enquêtes ne sont pas notre invention. En Allemagne, ces enquêtes ont été lancées déjà en 1949. En France, également, la Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent à ces enquêtes. Et comme cela, nous recueillons des indicateurs dans tous les aspects. Et donc, nos enquêtes concernent la période de 92-2020. La crise de 2020, donc, M. Tchernomyrdine disait qu'on n'a jamais connu cette crise, mais cette crise revient. C'était une blague, mais justement, nous n'avons pas connu la crise de cette échelle. Et comment l'industrie russe, non pas d'autres secteurs économiques, non pas le retail, non pas le secteur touristique, d'autres secteurs, mais effectivement l'industrie russe, comment l'industrie russe a réagi à cette crise? L'industrie russe, après la chute en avril 2020, s'est rétablie de façon active et vers novembre 2020, l'industrie russe est revenue vers l'avant-crise. Bien sûr, en septembre, octobre, l'industrie a marqué le pas, mais le nouveau confinement n'a pas eu lieu et donc nous avons vu la reprise. En décembre et en janvier 2021, on s'attendait la hausse de contamination, mais cela n'a pas eu lieu. Et c'est pourquoi l'industrie, pardon, a marqué le retour vers la norme. Mais bien sûr, c'était une période très difficile puisque c'était inédit, c'était sans précédent. Un autre indicateur, ce sont les prévisions des entreprises. Quelles sont les attentes des entreprises pour cette année 2021? Il y a une sorte d'optimisme des prévisions de l'industrie russe et cet optimisme est revenu très rapidement puisque d'abord, c'était vraiment une chute fulgurante. En avril 2020, le pessimisme était plus grand que durant la crise de 2008-2009. Mais déjà, au mois de mai et au mois de juin, les entreprises sont devenues plus optimistes puisque c'était des attentes qui ont été assez raisonnées. En décembre 2020, l'industrie a aussi marqué le pas parce que on s'attendait au nouveau confinement, mais cela n'a pas eu lieu. Et le dernier point de cette courbe, c'est le mois de janvier 2021 et nous voyons qu'il y a aussi le regain de l'optimisme de la part des entreprises russes et on s'attend à la
persistance de cette hausse d'optimisme durant les mois qui suivent. Avec cet optimisme d'attente, il y a l'optimisme au niveau des investissements. Déjà au mois de mai et au mois de juin, on s'attendait au regain de l'optimisme investitionnel, mais vous voyez qu'il y a eu des hauts et des bas durant l'année 2020, mais pour le moment, cette courbe n'a pas atteint l'indicateur d'avant la crise. Le rétablissement de cet indicateur d'optimisme est attendu un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez revenir? Vous avez ici les deux indicateurs, l'industrie russe et l'industrie française. Nous avons utilisé les données de l'INSEE. Vous avez que c'est similaire. Et la sortie de la crise virale de l'industrie russe est plus active par rapport à l'industrie française, grâce peut-être au succès de la campagne de vaccination qui est encore en Russie. On va voir maintenant l'indicateur d'optimisme l'année par année, et vous voyez que dans les années 90, il y a eu une crise profonde, ensuite le rétablissement, la chute en 2009, la sortie de la crise en 2010. Ensuite, nous avons avec vous l'attente de la deuxième vague de la crise. C'est une sorte de stagnation en 2012, à partir de 2012. Et cette période de stagnation continuait jusqu'à l'année 2016. Et l'industrie russe n'a pas remarqué la crise de 2015 sans symptômes, comme disent les médecins maintenant. Et là, nous voyons qu'en 2015, nous n'avons pas vu le changement des estimations des entreprises. Il n'y a eu pas de pic d'optimisme ou bien de chute d'optimisme en 2015. En janvier 2015, l'industrie russe était assez optimiste, quoique c'était le premier mois de crise en 2015. Et il y a eu assez de réserves de produits des entreprises russes. Pour l'année 2020, l'industrie russe n'a pas eu peur de cette crise de 2020 puisque les entreprises russes n'ont pas diminué le volume de production et n'ont pas licencié leurs salariés. En 2017, l'industrie russe a commencé à sortir de cette crise, mais malheureusement, en 2018-2019, cette hausse n'était pas maintenue. Il y a eu une sorte d'aggravation et ainsi, en l'année 2018-2019 est devenue la deuxième période de cette vaccination anti-crise du secteur industriel en Russie. Encore un indicateur qui est basé sur les estimations des entreprises, comment ils estiment, ils évaluent leur situation économique. Vous voyez que les crises que nous avons traversées n'ont pas beaucoup modifié ces évaluations.
Et l'année 2015, par exemple, était même plus confortable pour l'industrie russe par rapport à l'année 2014. Quant à l'année 2020, nous voyons qu'il y a eu une baisse d'un seul point. Cela veut dire que les crises du siècle, du 21e siècle n'étaient pas si douloureuses pour l'industrie russe par rapport, par exemple, aux crises des années 90, tandis que l'industrie russe n'a pas remarqué la crise de 2015. C'était sans symptômes pour l'industrie russe, comme disent les médecins maintenant, tandis que l'année 2028, c'était la crise, c'était une année difficile pour l'industrie, mais de toute façon, les prévisions sont assez optimistes puisque beaucoup d'experts étaient très pessimistes au début de l'année 2020, mais l'industrie russe s'est remise assez rapidement et assez optimiste pour le moment, mais malheureusement, la politique au niveau des prix et les attentes des entreprises au mois de janvier ont connu la hausse et nous nous attendons à la hausse de l'inflation au mois de janvier et au mois de février. Il y a la hausse des prix dans l'industrie russe. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je suggère de passer la parole à David Lasfar pour Oui, conclure la réunion et peut-être développer ce point qui a été abordé à propos des sanctions. David, à toi la parole. très bien, merci Arnaud. Effectivement, je vais aborder ce point parmi mes points de vigilance qui sont évidemment ce à quoi il faut faire attention maintenant pour les prochains mois et pour lesquels nous, communauté d'affaires en Russie et chambre de commerce, nous devrons être particulièrement actifs. Avant ça, ce que je retiens de cette matinée très riche, c'est d'abord que, évidemment, chacun est d'accord autour de la table virtuelle pour dire que nous vivons une crise insolite. Je trouve que le mot était très bien choisi. Inédite, sans précédent, mais insolite. Et ce que je retiens, c'est que du point de vue de l'économie russe, du point de vue du macro, la crise est finalement une crise moins importante que celle que nous avons tous déjà vécue en 2014. Et que même si la crise est effectivement sévère, l'industrie reste optimiste et que on a pu voir tout à l'heure de manière très intéressante que l'industrie a commencé à se rétablir dès le mois de novembre 2020. Donc on est dans un climat macroéconomique en Russie qui aujourd'hui apparaît de manière plutôt positive par rapport notamment à d'autres pays de l'Union européenne. Je retiens également le risque d'inflation, évidemment, le peu de visibilité sur le rouble, même s'il y a une certaine stabilité qui a été mentionnée. Et puis, le fait, et c'est peut-être, Arnaud, une petite partie de réponse à ta question sur le tournant keynésien possible, le fait qu'un de nos intervenants disait que le soutien qui a eu lieu dans l'économie, qui était quand même un soutien à grande échelle, pourrait aujourd'hui perdurer parce qu'il serait difficile de faire marche arrière sur tous les terrains. Et donc, ça pourrait, pour des raisons politiques, avoir aussi une influence sur la suite. J'ai noté évidemment le risque d'inflation, qu'il faudra tous que l'on prenne en compte dans nos analyses. Et puis, je retiens, parce que c'est important, que du point de vue de la relation bilatérale, nous restons en Russie un investisseur important, puisqu'on est le deuxième investisseur en flux et en stock. On s'est parfois posé la question sur cette différence. Et ça, c'est quelque chose qui reste aujourd'hui à la fois un atout pour nos entreprises, mais également une responsabilité. Et je note des propos de Patrick Herbst tout à l'heure, et ça me paraît également très important, cette chute historique des exportations russes vers la France, moins 24, moins 25% sur 2020, avec une balance commerciale aujourd'hui
qui, de ce fait-là, se rétablit plus ou moins, mais ce n'est pas quand même quelque chose de très positif. Alors, j'en viens, après ce très bref petit rendu de ce qui a été dit ce matin, sur ce que je voulais traiter comme point dit de vigilance, en tout cas attirer votre attention. J'en vois effectivement trois. Le premier, c'est le climat des affaires. Le second, c'est les sanctions. Je vais essayer de répondre à la question que tu posais, Arnaud, sur d'éventuelles nouvelles sanctions et leurs conséquences. Et puis, le troisième, c'est les déplacements, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on est dans un environnement très contraint où on doit faire des affaires sans pouvoir se déplacer, en gros. Donc, c'est un peu difficile. D'abord, sur le climat des affaires, bon, ça a été dit à plusieurs reprises et j'en suis très heureux. Nous sommes tous solidaires dans la communauté d'affaires française avec notre collègue et ami Philippe Delpal, qui d'ailleurs avait l'habitude de participer à cette conférence économique. Je me souviens très bien de sa participation il y a 2 ans, tout juste avant son arrestation. J'attire simplement votre attention non seulement sur le fait que cette affaire qui se caractérise par, disons, une entrée de la justice pénale dans un conflit commercial a effectivement déjà eu des conséquences lourdes en termes d'investissement et d'environnement des affaires, et que maintenant, nous sommes donc très attentifs à ce qui va se passer, puisque le procès au fond de Philippe Delpal a commencé le 2 février et que les audiences se dérouleront tout au long du mois de mars. Donc effectivement, nous espérons tous que Philippe Delpal aura à cette occasion la possibilité de prouver son innocence, et que pour la communauté d'affaires et l'environnement des affaires, nous aurons une décision qui sera favorable et rassurante. Voilà, ça c'est le premier point. Le second, je vais aller directement aux sanctions. Donc, en fait, sur les sanctions, je vous rappelle on vit aujourd'hui depuis 2014 avec des sanctions américaines et des sanctions européennes, que du point de vue des sanctions européennes, aujourd'hui, elles ont des effets et des contraintes sur tous les investisseurs, hein, que ce soit des investisseurs dans le domaine industriel, les banques, etc. Mais on les connaît bien. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas changé depuis 2014. Donc, on a des sanctions sectorielles et des sanctions sur des personnes dont la liste a été parfois modifiée. Mais en tout cas, on connaît bien ces sanctions. Et aujourd'hui, non seulement il n'y a pas d'embargo, mais on sait vivre avec ces sanctions européennes et on continue à investir en Russie. Ceci dit, c'est une vraie contrainte, ça a un vrai coût. La surconformité a un vrai coût également, et pas seulement la surconformité des banques, mais également celle des entreprises. Et il y a à côté de ça les sanctions américaines, qui, elles, sont moins précises, qui, elles, changent plus souvent et qui laissent beaucoup plus de pouvoir d'interprétation aux autorités américaines, donc qui sont une sorte d'épée de Damoclès sur tout investissement en Russie, puisqu'on est obligé de vivre avec, et qu'elles sont d'application extraterritoriale. Donc ça, c'est une arme américaine extrêmement dangereuse contre nos propres investissements en Russie. Bon, ceci dit, aujourd'hui, où est-ce que l'on en est et qu'est-ce qu'on peut craindre, j'allais dire, des prochaines semaines? 2 choses, à mon sens. D'abord, sur le terrain américain, parce que je vous rappelle que en fait, le travail législatif américain au cours des 4 dernières années sur les sanctions à l'encontre de la Russie a été particulièrement soutenu. Donc, en fait, il y a de très nombreux projets de loi sur des nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie qui ont été étudiés, parfois même votés par le Congrès, mais pas mis en application parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout et que l'administration Trump n'est pas allée jusqu'au bout de la volonté du Congrès sur certains types de sanctions. Ceci dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, à peu près tout est possible.
et qu'on peut aller de nouvelles sanctions sectorielles à de nouvelles sanctions contre des personnes et des entreprises qui seraient ajoutées à la liste des personnes bloquées, mais également à des sanctions dans des nouveaux domaines. Et par exemple, le système bancaire russe. Ça a été à un moment donné une des pistes évoquées par le Congrès américain. Donc, de ce point de vue-là, il y a un vrai risque de sanctions américaines nouvelles avec la nouvelle administration et avec la nouvelle situation géopolitique. Donc ça, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et tout à fait suivre ce qui se passe aux États-Unis et surtout sur cette question d'extraterritorialité des lois américaines. Sur les sanctions européennes maintenant, donc comme je le disais tout à l'heure, on connaît bien les sanctions européennes, sanctions sectorielles, sanctions contre des personnes et des entreprises qui ont très peu bougé depuis 2014. La semaine du 22 février sera une semaine cruciale, puisque c'est au cours de cette semaine-là que l'Union européenne réexaminera sa politique à l'égard de la Russie à la suite de la visite de Joseph Borrell. Et il est vraisemblable que de nouvelles sanctions européennes soient décidées à l'encontre de la Russie. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas évidemment certain, mais en tout cas, c'est une possibilité qui a été évoquée très clairement par les différentes autorités européennes. Maintenant, si on veut parler de leur effet sur nos investissements en Russie, je pense qu'il faut distinguer entre deux types de sanctions. Les sanctions sectorielles, donc sanctions sur le financement, sur l'énergie, sur la vente de certains biens dits à double usage, donc principalement militaires, et sanctions contre des personnes, principalement contre des personnes. Aujourd'hui, on n'a pas du tout d'informations sur ce qui pourrait être décidé au niveau de l'Union européenne, même s'il y a quelques indications que des sanctions pourraient effectivement éventuellement être prises à l'encontre de personnes. Ce qui serait absolument dommageable, pour utiliser un mot faible, pour nos investissements existants et projets de nouveaux investissements, ce serait évidemment qu'il y ait des nouvelles sanctions sectorielles, donc de nouvelles sanctions économiques à l'encontre des entreprises qui investissent en Russie. Donc là-dessus, je crois que chacun est mobilisé pour essayer d'expliquer que les sanctions économiques ont beaucoup pesé sur les entreprises européennes en Russie, qu'elles continuent à beaucoup peser et qu'il serait très difficile de continuer à investir, à avoir de nouveaux projets s'il devait y avoir de nouvelles sanctions économiques visant les entreprises. Donc, soyez certains que c'est un message que la Chambre de commerce, les CCE, tous faisons bien évidemment passer. Tout dépend évidemment de l'ampleur de ces sanctions, de leur caractère et de ce qu'elles viseraient. Et je parle évidemment au conditionnel, puisque rien aujourd'hui n'est décidé. Mais c'est clairement un point de vigilance très important pour les toutes prochaines semaines, en fait, puisqu'on parle de réflexions et de décisions qui seront vraisemblablement prises avant la fin du mois de février. Donc, effectivement, là aussi, un mois de mars qui serait un mois de mars très chargé auquel il faudra faire très attention. Donc voilà, sur ce deuxième point des sanctions, s'il y a des questions là-dessus, je peux peut-être essayer d'y répondre. Mais bien évidemment, quand on parle de sanctions, et nous, en tant que Chambre de commerce et représentants de la communauté d'affaires française, on ne parle pas des sanctions politiques qui appartiennent aux États, qui appartiennent à l'Union européenne et sur lesquelles chacun d'entre nous a très vraisemblablement son opinion. On parle des sanctions économiques qui font peser
sur les entreprises, sur les investisseurs, des contraintes qui deviennent des contraintes insurmontables. Et donc, c'est bien ce point-là dont on parle lorsqu'on aborde le sujet des sanctions. Mon tout dernier point dans cette conclusion. 1 minute, 1 minute 30. Ce sera vraiment 1 minute, peut-être même moins. C'est celui des déplacements. Hein, encore une fois, parce qu'il ne faut pas oublier de bien avoir ça en tête pour les prochains mois et donc aussi dans les sujets sur lesquels il faut être très présent. Parce qu'il y a par exemple des investisseurs français, j'en connais, qui n'ont pas pu venir en Russie depuis 1 an. Ou des Français qui sont ici et qui ne peuvent plus non plus se déplacer. Ou très peu, et que c'est aussi une contrainte donc qu'il faut intégrer dans nos prévisions pour cette année 2020, en espérant là aussi qu'on puisse avoir un assouplissement sur tous ces aspects-là dans les mois qui viennent. Merci. Merci beaucoup, David. Notre réunion touche à sa fin. Je voudrais faire des remerciements et une annonce. Remercier d'abord toutes les personnes qui ont participé, remercier tout particulièrement nos intervenants, très brillants, très complets, remercier évidemment les interprètes, toujours fidèles au poste, et vous annoncer que la Chambre de commerce organise en mars, et plus particulièrement le 23 mars, une rencontre avec le ministre de l'économie, M. Rechetnikov. Donc vous recevrez évidemment une invitation dans les formes, mais vous pouvez d'ores et déjà marquer cette rencontre dans vos agendas. Merci encore à vous tous et je vous donne rendez-vous en 2022, je l'espère, dans des conditions plus normales. Au revoir. Merci Arnaud. Merci, au revoir.